Le soleil de mai 1940 se levait sur la campagne française avec une beauté trompeuse, dorant les champs de blé encore verts et les toits d'ardoise des fermes de Picardie. Mais cette beauté masquait une terreur qui approchait à la vitesse de l'acier allemand. À Arras, dans un petit atelier mécanique transformé en caserne improvisée, Élise Fournier, 24 ans, essuyait l'huile de ses mains sur un chiffon déjà noir de graisse. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon serré, révélant un visage aux traits délicats mais aux yeux d'un bleu acier qui trahissait une détermination peu commune. Elle était mécanicienne, l'une des rares femmes autorisées à travailler sur les machines de guerre, et elle connaissait chaque boulon, chaque plaque d'acier, chaque secret du mastodonte qui se dressait devant elle. Le char B1 bis, 40 tonnes d'acier français. Le char que les Allemands appelaient avec mépris le cercueil lent. Le char dont ils riaient dans leur rapport de renseignement. Le char qui allait leur prouver à quel point ils avaient tort. L'histoire d'Élise avait commencé bien avant la guerre, dans le garage de son père à Amiens. Marcel Fournier était un ancien poilu de la Grande Guerre, un homme silencieux aux mains abîmées par le travail et à l'âme marquée par les tranchées de Verdun. Il avait appris à sa fille unique tout ce qu'il savait sur les moteurs, les transmissions, les systèmes hydrauliques. Élise avait grandi avec l'odeur de l'essence et le bruit des clés à molette, préférant la compagnie des machines à celle des poupées que les autres filles de son âge chérissaient. Quand la guerre avait éclaté en septembre 1939, Marcel était trop vieux pour être mobilisé, mais Élise, elle, avait vu une opportunité. L'armée française manquait cruellement de mécaniciens qualifiés. Elle s'était présentée au bureau de recrutement d'Amiens avec son dossier de compétences et une détermination qui ne laissait aucune place au refus. Les officiers l'avaient regardée avec scepticisme, cette jeune femme qui prétendait pouvoir réparer des chars de combat. Puis ils l'avaient testée, et elle les avait stupéfiés. 6 mois plus tard, Élise faisait partie de la première division cuirassée française, affectée à l'entretien et à la réparation des chars B1 bis, ces géants d'acier qui représentaient le summum de la technologie blindée française. Le B1 bis était une bête complexe et capricieuse. 32 tonnes d'acier et de puissance de feu, armé d'un canon de 75 mm monté dans la coque et d'un canon de 47 mm dans la tourelle, protégé par une armure allant jusqu'à 60 mm d'épaisseur. Sur le papier, c'était l'un des chars les plus puissants du monde en 1940. Mais il avait ses défauts, comme il avait ses défauts. Il était lent, sa vitesse maximale ne dépassant pas les 28 km par heure. Il était gourmand en carburant, brûlant des litres d'essence à une vitesse alarmante. Et surtout, il nécessitait un équipage de 4 hommes pour fonctionner efficacement, chacun surchargé de tâches multiples. Les Allemands le savaient. Ils avaient étudié les spécifications du B1 bis et en avaient conclu qu'il serait facile à contourner, facile à piéger, trop lent pour être une menace réelle face à leurs panzers rapides et mobiles. Mais 1940 arriva avec le Blitzkrieg. Les divisions panzer allemandes déferlèrent à travers les Ardennes, contournant la ligne Maginot dans laquelle la France avait placé toute sa confiance. Ce fut un choc d'une violence inouïe. Les communications françaises s'effondrèrent presque immédiatement. Les unités se retrouvèrent isolées, recevant des ordres contradictoires ou pas d'ordre du tout. Le chaos régnait. Élise le voyait dans les yeux des soldats qui affluaient vers l'atelier, des hommes au visage noircis par la fumée et marqués par la peur. Il parlait de colonnes de tanks allemands qui avançaient sans interruption, de Stukas qui plongeaient en hurlant, de villages entiers qui brûlaient. La Blitzkrieg n'était pas seulement une tactique militaire, c'était une arme psychologique conçue pour briser la volonté de résister. Et elle fonctionnait terriblement bien. Le 16 mai 1940, l'ordre arriva. La première division cuirassée allait lancer une contre-attaque près d'Arras pour ralentir l'avancée allemande et donner aux forces alliées le temps de se regrouper. C'était une mission suicide, tout le monde le savait. Les Allemands étaient plus nombreux, mieux coordonnés et disposaient de la supériorité aérienne. Mais quelqu'un devait essayer. Quelqu'un devait montrer que la France n'était pas encore morte. Élise fut assignée à accompagner l'un des chars B1 bis, le numéro 337, baptisé Heure par son commandant, le capitaine Henri Billotte. Son rôle était d'assurer les réparations d'urgence sur le terrain, de maintenir la bête en état de combattre quoi qu'il arrive. C'était une tâche inhabituelle pour une femme, presque sans précédent. Mais le capitaine Billotte l'avait vue travailler. Il savait qu'elle était la meilleure mécanicienne de la division. Et dans une bataille où chaque seconde comptait, il voulait la meilleure. La veille de l'attaque, Élise passa la nuit entière à vérifier chaque système du char 337. Elle rampa sous le châssis, inspecta les chenilles, testa la transmission, vérifia les niveaux d'huile et de carburant. Elle connaissait ce char comme elle connaissait son propre cœur. Chaque vibration, chaque son, chaque petite anomalie lui parlait. Si cette histoire vous touche déjà,
Si vous ressentez cette tension qui monte comme Élise devait la ressentir cette nuit-là, alors peut-être est-il temps de vous engager vous aussi. Un simple clic sur ce bouton d'abonnement et vous rejoignez ceux qui refusent d'oublier ces histoires de courage et de sacrifice. Parce que ces récits méritent d'être entendus, parce que ces héros méritent d'être honorés. Rejoignez-nous. L'aube du 17 mai se leva dans un brouillard épais qui enveloppait la campagne d'Arras comme un linceul. C'était peut-être un avantage, pensa Élise en montant à l'arrière du camion de ravitaillement qui suivrait les chars dans la bataille. Le brouillard pourrait masquer leur approche, rendre plus difficile pour les Stukas allemands de les repérer. Ou peut-être était-ce juste un faux espoir, une dernière illusion avant que la réalité ne les frappe de plein fouet. Elle regarda le capitaine Biot grimper dans la tourelle de l'heure, son visage calme mais grave. C'était un homme de 38 ans, vétéran de la Grande Guerre comme son père, qui avait survécu à l'enfer de la Somme pour se retrouver face à un nouvel enfer allemand. Il lui fit un signe de tête, un geste simple qui disait plus que n'importe quel mot. « Prenez soin de ma bête. Elle va en avoir besoin. » Le rugissement des moteurs emplit l'air alors que la colonne de chars se mettait en mouvement. 3 B1 bis avançaient en formation, leur en tête, suivis par plusieurs chars plus légers et l'infanterie montée sur des camions. C'était une force ridiculement petite pour affronter une division Panzer, mais c'était tout ce que le commandement français avait pu rassembler. Il avançait à travers le brouillard, les chenilles des chars écrasant les pavés des routes de campagne, laissant derrière eux des traces profondes dans la terre humide. Élise sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, l'adrénaline commençant déjà à couler dans ses veines. Elle avait peur, bien sûr qu'elle avait peur. Seuls les fous n'avaient pas peur avant la bataille. Mais elle avait aussi autre chose, une détermination froide qui brûlait plus fort que la peur. Elle ne laisserait pas ce char tomber en panne. Elle ne laisserait pas ses hommes mourir à cause d'une défaillance mécanique qu'elle aurait pu prévenir. Ils rencontrèrent l'ennemi plus tôt que prévu. Le brouillard se leva soudainement vers 10 heures du matin, révélant un paysage transformé par la guerre. Des fermes brûlaient à l'horizon, leur fumée noire s'élevant dans le ciel comme des colonnes de deuil. Et là, étalés à travers les champs et sur la route principale, les Panzers. Des Panzer III et Panzer IV, leurs coques grises ornées des croix noires de la Wehrmacht. Élise les compta rapidement. 11 chars allemands contre 3 Français. Les Allemands les avaient vus aussi. Elle entendit le craquement distinctif de leur radio, les ordres criés en allemand. Puis vint le premier coup de feu, un Panzer IV ouvrant le feu à près de 1000 mètres. L'obus passa au-dessus de leur avec un sifflement mortel, explosant dans un champ derrière eux. Le capitaine Biot ne perdit pas de temps. Leur s'arrêta dans un grondement de frein, sa tourelle pivotant avec une lenteur délibérée pour viser le Panzer qui venait de tirer. Le canon de 47 mm rugit, et Élise vit l'obus tracer une ligne lumineuse à travers l'air avant de frapper le Panzer en plein flanc. L'armure allemande ne résista pas. L'obus perça la coque comme un couteau dans du beurre, et une seconde plus tard, le Panzer explosa de l'intérieur, sa tourelle soufflée dans les airs par la détonation de ses propres munitions. Premier kill. Mais les 10 autres Panzers ne restèrent pas immobiles. Ils se dispersèrent avec une coordination impressionnante, certains se déplaçant pour tenter de flanquer les chars français, d'autres maintenant le feu de suppression. Les obus allemands commencèrent à pleuvoir autour de l'heure, soulevant des geysers de terre et de fumée. Ce qui suivit fut l'une des batailles de chars les plus intenses et les plus désespérées de la campagne de France. L'heure se déplaça lentement, trop lentement selon les standards modernes, mais avec une puissance de feu dévastatrice. Le canon de 75 mm dans la coque tonna, détruisant un deuxième Panzer qui avait eu la malchance de se positionner directement devant. L'armure épaisse du B1 bis prouvait sa valeur. Les obus allemands de 37 mm des Panzer III rebondissaient, littéralement, sur les plaques d'acier français, causant à peine des éraflures. Même les obus de 75 mm des Panzer IV, plus puissants, ne parvenaient pas à pénétrer frontalement. Les Allemands commencèrent à comprendre avec horreur qu'ils avaient sous-estimé ce char lent qu'ils avaient tant moqué. Ce n'était pas un cercueil. C'était une forteresse mobile qui les massacrait méthodiquement. Mais l'heure n'était pas invincible. Un obus allemand frappa la chenille gauche, ne pénétrant pas mais causant des dégâts mécaniques suffisants pour ralentir encore plus le char. C'était le moment qu'Élise attendait et redoutait. Le capitaine Biot cria dans la radio, ordonnant au camion de ravitaillement de s'approcher. Le chauffeur, un jeune conscrit de 19 ans aux mains tremblantes, conduisit le camion aussi près qu'il osait du char paralysé. Élise sauta avant même que le véhicule ne s'arrête complètement, sa boîte à outils à la main. Les balles sifflaient autour d'elle, frappant le sol avec des impacts secs. L'infanterie allemande s'était jointe à la bataille, tirant depuis les positions dans les arbres. Élise ne pensa pas à sa propre sécurité. Elle ne pouvait pas se permettre d'y penser. Elle se glissa sous le char,
dans l'espace étroit entre les chenilles et le sol, où l'odeur d'huile brûlée et de cordite était suffocante. La chenille était endommagée mais pas rompue. 3 maillons étaient tordus, empêchant la rotation fluide. Élise travailla avec une vitesse née de l'urgence et de l'expérience, utilisant un marteau et un pied de biche pour redresser le métal tordu. Au-dessus d'elle, le char continuait à tirer, chaque coup du canon de 75 mm créant une vibration qui résonnait à travers toute la structure, menaçant de lui briser les tympans. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Les minutes semblaient des heures. Ses mains saignaient, coupées par les bords tranchants du métal. Mais elle continuait, frappant, tordant, forçant les maillons à reprendre leur forme. Enfin, après ce qui sembla une éternité, la chenille bougea librement. Elle était réparée. Élise rampa hors dessous le char, couverte de boue et de sang, et fit signe au capitaine Biot. Leur rugit à nouveau, reprenant sa progression meurtrière. Le 3e Panzer tomba alors que leur avançait vers une position défensive allemande. Puis le 4e. Les équipages allemands commençaient à paniquer. Ils avaient été formés à combattre des chars plus légers, plus vulnérables. Pas ce monstre qui absorbait leurs coups et ripostait avec une précision mortelle. Certains Panzers tentèrent de se retirer, mais leur et les 2 autres B1 bis français les poursuivirent, les détruisant un par un. Le 5e Panzer fut touché alors qu'il tentait de faire demi-tour, l'obus français frappant son moteur et l'embrasant instantanément. L'équipage s'échappa du char en flammes, courant à travers le champ sous le feu de l'infanterie française. Le 6e et le 7e Panzer furent détruits presque simultanément, pris en tenaille entre les 3 chars français qui avaient formé un triangle meurtrier. Mais les Allemands ne se rendraient pas facilement. Ils appelèrent des renforts, et bientôt, Élise entendit le hurlement caractéristique des Stukas. Les bombardiers en piqué allemands apparurent dans le ciel comme des oiseaux de proie, plongeant vers les chars français avec leurs sirènes hurlantes conçues pour terroriser. Les bombes tombèrent, soulevant d'énormes colonnes de terre et de fumée. Un des B1 bis français fut touché directement, sa tourelle arrachée par l'explosion. Élise vit l'équipage, ou ce qu'il en restait, ne pas sortir du char détruit. Le 2e B1 bis fut immobilisé par une bombe qui explosa juste à côté, endommageant sa suspension au point qu'il ne pouvait plus bouger. Seul le restait opérationnel, seul contre 4 Panzers survivants et maintenant sous l'attaque des Stukas. Le capitaine Biot prit une décision audacieuse. Il dirigea alors vers un petit village à proximité, utilisant les bâtiments comme couverture contre les attaques aériennes. Les Stukas ne pouvaient pas bombarder avec précision dans un environnement urbain sans risquer de détruire leurs propres troupes. Les Panzers suivirent, déterminés à finir ce char français têtu. Ce qui suivit fut un balai mortel à travers les rues étroites du village. L'heure se déplaçait d'intersection en intersection, utilisant les bâtiments comme boucliers, apparaissant soudainement pour tirer puis disparaissant à nouveau. Le 8e Panzer fut détruit dans la rue principale, son obus frappant le mur d'une église juste alors que leur tournait le coin. Le 9e Panzer essaya de tendre une embuscade depuis une ruelle latérale, mais le mécanicien de l'heure le repéra à temps, et le canon de tourelle le transforma en épave fumante. Élise et le camion de ravitaillement suivaient à distance, se cachant dans les ruines, prêts à intervenir si nécessaire. Elle regardait avec un mélange d'horreur et d'admiration ce char qu'elle connaissait si bien accomplir l'impossible. Il était lent, oui. Il était gourmand en carburant, oui. Mais dans ce combat rapproché, dans cette bataille d'usure, il était invincible. Les 2 derniers Panzers, le 10e et le 11e, tentaient une attaque coordonnée, approchant lors de 2 directions différentes. Mais le capitaine Biot était un tacticien né. Il positionna son char de manière à ce qu'un bâtiment le protège d'un côté, forçant les 2 Panzers à approcher du même angle. Le canon de 75 mm rugit, détruisant le 10e Panzer. Avant que le 11e ne puisse réagir, la tourelle pivota et le canon de 47 mm acheva le travail. 11 Panzers, 11 victoires. Un seul char français. Le silence qui suivit la destruction du dernier Panzer était assourdissant. Les tirs cessèrent. Les Stukas, à court de munitions ou ayant reçu l'ordre de se retirer, disparurent dans le ciel. L'heure se tenait immobile au milieu de la rue du village, entourée d'épaves fumantes et de bâtiments détruits. La tourelle s'ouvrit, et le capitaine Biot émergea, son visage noirci par la fumée, ses yeux rouges de fatigue. Il regarda autour de lui, semblant presque ne pas croire ce qu'il venait d'accomplir. Puis son regard trouva Élise, toujours cachée près du camion de ravitaillement. Il leva la main dans un salut, un geste de reconnaissance et de gratitude. Sans elle, sans ces réparations rapides sous le feu ennemi, l'on n'aurait jamais survécu assez longtemps pour remporter cette victoire incroyable. Mais la victoire avait un prix.
Leur était à court de munitions et presque à sec de carburant. Les deux autres B1 bis de la formation étaient détruits ou immobilisés. L'infanterie française qui les accompagnait avait subi de lourdes pertes, et les Allemands, bien que temporairement repoussés, ne tarderaient pas à revenir avec encore plus de force. Le capitaine Billotte le savait. Il ordonna le repli immédiat. L'heure se traîna hors du village, ses chenilles grinçant, son moteur toussant. Élise monta à bord cette fois, s'asseyant dans l'espace confiné réservé aux mécaniciens, prête à intervenir si quelque chose lâchait. Ils avancèrent vers le sud, essayant de rejoindre les lignes françaises, mais le paysage qu'ils traversaient était un cauchemar. Des colonnes de réfugiés encombraient les routes, fuyant l'avancée allemande avec ce qu'ils pouvaient porter. Des villages entiers brûlaient. Des soldats français isolés erraient, cherchant leurs unités dans le chaos. Ils ne parvinrent jamais à rejoindre les lignes françaises organisées. Le 18 mai, alors qu'ils se cachaient dans une grange abandonnée, les nouvelles arrivèrent par radio fragmentée. La contre-attaque d'Arras avait échoué dans son objectif principal. Les Allemands continuaient leur avancée implacable vers la Manche. Les forces françaises et britanniques étaient en pleine retraite. C'était la fin. Pas encore la fin de la France. Cela viendrait quelques semaines plus tard, mais la fin de cette bataille, de cet espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait arrêter la Blitzkrieg. Le capitaine Billotte rassembla son équipage et les quelques soldats qui les avaient suivis. Il leur donna le choix. Ils pouvaient essayer de continuer vers le sud, d'atteindre peut-être l'Afrique du Nord et continuer la lutte depuis là, où ils pouvaient se rendre. C'était un choix impossible, mais c'était leur choix. Élise n'hésita pas. Elle continuerait. Elle ne se rendrait jamais. Pas après ce qu'elle avait vu. Pas après ce qu'ils avaient accompli. Leur avait prouvé que les Français pouvaient se battre, que le matériel français n'était pas inférieur malgré ce que la propagande allemande clamait. 11 Panzers détruits par un seul char. C'était un exploit que même les Allemands reconnaîtraient plus tard avec un respect réticent. Le capitaine Billotte hocha la tête, un sourire fatigué sur ses lèvres. Il avait espéré cette réponse. Ils abandonnèrent leur cette nuit-là, le camouflant du mieux qu'ils pouvaient dans la grange, retirant les culasses des canons pour le rendre inutilisable si les Allemands le trouvaient. C'était comme abandonner un ami, un camarade qui les avait portés à travers l'enfer. Élise posa sa main sur l'armure froide du char, murmurant une promesse silencieuse qu'elle reviendrait un jour, quand la France serait libre. Les semaines suivantes furent un cauchemar de fuite constante à travers une France en train de s'effondrer. Le groupe d'Élise se déplaçait la nuit, se cachait le jour, vivant de ce qu'ils pouvaient trouver ou voler. Ils évitaient les grandes routes où les colonnes allemandes avançaient sans interruption. Ils traversaient les champs, les forêts, les petits villages où les habitants, eux-mêmes terrifiés, partageaient parfois un peu de nourriture ou indiquaient des endroits sûrs pour se cacher. Le 22 juin 1940, la France signa l'armistice avec l'Allemagne. La nouvelle est atteignit dans une ferme isolée de Dordogne, transmise par un vieux fermier qui avait écouté l'annonce à la radio avec des larmes coulant sur ses joues ridées. Le capitaine Billotte serra les poings si fort que ses jointures blanchirent, mais il ne dit rien. Que pouvait-il dire? La France était tombée. La bataille était perdue. Mais la guerre, la vraie guerre, celle de l'âme et de la résistance, ne faisait que commencer. Élise passa les 4 années suivantes dans la résistance française. Elle n'était plus mécanicienne de chars, il n'y avait plus de chars français à réparer. Mais ses compétences trouvèrent d'autres applications. Elle répara des camions pour transporter des armes et des explosifs. Elle entretint les vieux tracteurs qui servaient à labourer les champs le jour et à déplacer du matériel de résistance la nuit. Elle apprit à fabriquer des bombes artisanales, à saboter les véhicules allemands de manière à ce que les pannes semblent accidentelles. Elle devint un fantôme, se déplaçant à travers la France occupée avec une douzaine d'identités différentes, toujours un pas devant la Gestapo. Elle fut capturée une fois, en 1943, trahie par un informateur. Ils la torturèrent pendant 3 jours, essayant de lui faire révéler les noms de ses camarades, les emplacements des caches d'armes. Elle ne parla pas un mot, pas un nom. Elle s'échappa lors d'un transfert, profitant d'un bombardement allié qui sema la confusion, tuant un garde allemand avec ses propres mains nues avant de disparaître dans la fumée et le chaos. Le débarquement de Normandie en juin 1944 apporta un espoir renouvelé. Élise était alors en Bretagne, coordonnant les sabotages ferroviaires pour empêcher les renforts allemands d'atteindre les plages. Elle travailla jour et nuit, aidant à détruire des ponts, à faire dérailler des trains, à couper les lignes de communication. Chaque action retardait l'ennemi de quelques heures, de quelques jours. Et ces heures, ces jours comptaient. Ils donnaient aux Alliés le temps de s'établir, de construire leur tête de pont, de commencer la libération de la France. Paris fut libéré en août, et Élise pleura en écoutant les nouvelles à la radio. Sa ville bien-aimée,
libre enfin après 4 années d'occupation. Elle voulait y retourner immédiatement, voir de ses propres yeux le tricolore flottant à nouveau sur la tour Eiffel. Mais il y avait encore du travail à faire. Les Allemands étaient en retraite, mais ils se battaient encore, et chaque jour de guerre signifiait plus de morts. La guerre en Europe se termina finalement en mai 1945. Élise était à Strasbourg quand la nouvelle arriva, aidant à réparer les véhicules de la 2e division blindée du général Leclerc. Les célébrations furent joyeuses mais tempérées par l'épuisement et le chagrin. Tant de morts, tant de destruction. La France avait survécu, mais elle portait des cicatrices qui mettraient des générations à guérir. Élise retourna finalement à Paris en juin 1945, marchant le long des Champs-Élysées qu'elle avait quittés 5 ans plus tôt. La ville était différente, marquée par l'occupation, mais toujours Paris, toujours belle, toujours fière. Elle se rendit à Arras quelques semaines plus tard, cherchant la grange où ils avaient abandonné leur. Le bâtiment avait été détruit lors des combats de la Libération, mais dans les décombres, elle trouva des fragments du char, des morceaux d'armure, une section de chenille, le reste d'un canon. Les Allemands ne l'avaient jamais trouvé, ou peut-être l'avaient-ils trouvé mais jugé trop endommagé pour être récupéré. Le gouvernement français reconnut les actions d'Élise après la guerre, lui décernant la Légion d'honneur et la médaille de la Résistance. Il y eut une cérémonie sobre à Paris, avec des discours sur le courage et le sacrifice. Élise se tenait là dans son uniforme simple, écoutant poliment mais pensant à autre chose. Elle pensait au capitaine Biot, mort en 1943 lors d'une embuscade de la Gestapo. Elle pensait à l'équipage de l'Eure, ces hommes avec qui elle avait partagé le plus intense jour de sa vie. Elle pensait aux 11 Panzer, aux équipages allemands qui y avaient trouvé la mort, de jeunes hommes comme elle qui avaient eu le malheur de naître du mauvais côté de l'histoire. La guerre ne faisait pas de véritables gagnants, seulement des survivants. Élise ne retourna jamais à la mécanique après la guerre. L'odeur de l'huile, le bruit des moteurs lui rappelaient trop de choses qu'elle voulait oublier. Elle devint enseignante, étrangement, professeure d'histoire dans un lycée de banlieue parisienne. Elle enseigna aux générations suivantes l'importance de se souvenir, de ne jamais laisser se répéter les horreurs du passé. Elle parlait rarement de ses propres expériences, même quand ses élèves découvraient par hasard ses décorations et la pressaient de questions. Ce n'était pas de la modestie. C'était simplement qu'elle croyait que les histoires importantes n'étaient pas les siennes, mais celles de tous ceux qui avaient résisté, qui avaient refusé d'accepter l'occupation, qui avaient payé le prix ultime pour la liberté. Dans les années 60, quand l'intérêt pour la Seconde Guerre mondiale connut un renouveau, des historiens militaires recherchèrent Élise. Ils voulaient documenter la bataille d'Arras, comprendre comment un seul char B1 bis avait accompli ce qui semblait impossible. Élise leur accorda des interviews, fournit des détails techniques, décrivit la bataille avec une précision qui les stupéfia. Mais ce qui les frappa le plus, ce fut son insistance sur le fait que la victoire n'avait pas été celle d'un char ou d'un homme, mais d'une équipe. Le capitaine Biot qui commandait avec bravoure et intelligence tactique. Les artilleurs qui visaient avec une précision mortelle. Le mécanicien et le conducteur qui manœuvraient ce monstre lent à travers un champ de bataille chaotique. Et elle, la mécanicienne qui avait gardé la bête en vie quand elle aurait dû être morte. 11 contre 1, et le 1 avait gagné. L'histoire de leur devint légendaire dans les cercles militaires. Les historiens allemands, accédant finalement aux archives de guerre, confirmèrent les faits qui semblaient trop extraordinaires pour être vrais. Oui, 11 Panzer avaient été détruits ou immobilisés lors de cette bataille. Oui, principalement par un seul char français. Les rapports allemands de l'époque montraient la confusion et la frustration de leurs commandants face à ce char qui ne parvenait pas à détruire. Certains officiers allemands avaient même recommandé l'étude approfondie du B1 bis après cet engagement, reconnaissant qu'ils avaient gravement sous-estimé sa capacité de combat. Mais à ce moment-là, il était trop tard. La France était tombée, et les quelques B1 bis survivants avaient été capturés et utilisés par les Allemands eux-mêmes, en ultime ironie. Élise vécut jusqu'à un âge avancé, témoin de la reconstruction de la France, de la formation de l'Union européenne, de la réconciliation franco-allemande qui aurait semblé impossible en 1940. Elle accueillit cette réconciliation avec des sentiments mitigés. Elle ne haïssait pas les Allemands, elle ne les avait jamais haïs même pendant la guerre. Elle haïssait le nazisme, la tyrannie, l'agression. Mais elle comprenait aussi que la paix durable nécessitait le pardon et la compréhension mutuelle. Dans les années 80, elle rencontra même un ancien tankiste allemand lors d'une conférence commémorative. Il avait combattu en France en 1940, bien que pas à Arras. Ils parlèrent pendant des heures, deux vétérans partageant des souvenirs d'une guerre qui avait marqué leurs jeunes années. C'était une conversation étrange et émouvante, pleine de respect mutuel et de regrets partagés pour toute la souffrance inutile.
Elle mourut en 1998, à l'âge de 82 ans, entourée d'anciens élèves devenus amis et d'une famille qui l'aimait profondément. Ses funérailles furent une affaire simple, comme elle l'avait demandé, mais le nombre de personnes qui vinrent lui rendre hommage fut surprenant. Des vétérans de la résistance maintenant dans leur 80e et 90e année, des historiens qui avaient étudié ses actions, des descendants des hommes qu'elle avait aidé à sauver pendant la guerre. L'armée française envoya une garde d'honneur, et un Charles Leclerc moderne de l'armée française actuelle fit partie du cortège funèbre, un geste symbolique reconnaissant son rôle dans l'histoire des blindés français. Aujourd'hui, si vous visitez le musée des blindés à Saumur, vous pouvez voir un char B1 bis restauré, similaire à leur. Une plaque à côté raconte l'histoire de la bataille d'Arras, de ce jour de mai 1940 où un char français a tenu tête à 11 panzers allemands et a gagné. Le nom d'Élise Fournier est mentionné, reconnaissant son rôle crucial dans cette victoire. Des visiteurs du monde entier s'arrêtent devant cette exposition, admirant ce mastodonte d'acier, essayant d'imaginer la bataille, le courage qu'il a fallu, la détermination inébranlable face à des champs impossibles. Certains visiteurs sont des passionnés de chars qui connaissent déjà l'histoire. D'autres la découvrent pour la première fois, leurs yeux s'élargissant de surprise et d'admiration alors qu'ils lisent les détails. L'histoire d'Élise et de leur nous rappelle plusieurs vérités importantes. D'abord, que le courage ne se mesure pas en force physique ou en vitesse, mais en détermination et en résilience. Les Allemands avaient ri du B1 bis, le traitant de trop lent, trop lourd, dépassé. Ils avaient cessé de rire quand ce char supposément obsolète les avait décimés. Ensuite, que les femmes ont joué des rôles cruciaux dans la guerre, des rôles souvent négligés ou oubliés par l'histoire traditionnelle. Élise n'était pas une combattante au sens conventionnel, mais sans elle, sans ses réparations sous le feu ennemi, l'on n'aurait jamais accompli ce qu'il a fait. Enfin, que même dans la défaite, il y a place pour l'héroïsme et la victoire. La France a perdu la bataille de France en 1940, mais des actions comme celle de leur Arras ont montré que l'esprit français n'était pas brisé. L'héritage d'Élise dépasse ses propres actions remarquables. Elle représente une génération de Français qui ont refusé d'accepter l'inacceptable, qui ont trouvé des moyens de résister même quand la résistance semblait futile. Pendant 4 années d'occupation, ces hommes et ces femmes ordinaires ont accompli des choses extraordinaires. Ils ont sauvé des vies, protégé des secrets, frappé l'ennemi là où il était vulnérable. Ils ont maintenu vivante la flamme de la liberté française quand tout semblait perdu. Et quand la libération est finalement venue, c'est en grande partie grâce à leur sacrifice et à leur courage que la France a pu se relever et reprendre sa place parmi les nations libres du monde. Le B1 bis lui-même, malgré ses défauts, est devenu un symbole de la résistance française précoce. Oui, il était lent. Oui, il était gourmand en carburant et difficile à entretenir. Mais quand il était bien utilisé, quand il était soutenu par un équipage compétent et une mécanicienne brillante, il était pratiquement imbattable dans un combat rapproché. Les Allemands l'ont appris à leurs dépens à Arras et dans plusieurs autres engagements pendant la bataille de France. Après la guerre, les concepteurs de chars du monde entier ont étudié le B1 bis, apprenant de ses forces et de ses faiblesses. Son influence peut être vue dans les conceptions de chars d'après-guerre qui ont mis l'accent sur une armure lourde et une puissance de feu massive. Mais au-delà de la technologie et de la tactique, l'histoire d'Élise et de leur est fondamentalement une histoire humaine. C'est l'histoire d'une jeune femme qui aimait les machines et qui a trouvé un moyen d'utiliser cette passion pour servir son pays dans son moment le plus sombre. C'est l'histoire d'un équipage de chars qui a refusé d'abandonner même face à des champs impossibles. C'est l'histoire de la résilience humaine, de la capacité de l'esprit humain à persévérer et à triompher même dans les circonstances les plus désespérées. Ce sont ces histoires, plus que les statistiques de production de chars ou les cartes des mouvements de troupes, qui capturent vraiment l'essence de ce que fut la Seconde Guerre mondiale pour ceux qui l'ont vécue. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous ressentez une connexion avec Élise et son incroyable parcours, alors peut-être pourriez-vous faire quelque chose de simple mais significatif. Laissez un commentaire et écrivez simplement « Je n'oublie jamais » pour honorer sa mémoire et celle de tous ceux qui ont résisté. Et si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire, ce regard sur le courage face à l'adversité, alors offrez un petit like à cette vidéo. Cela aide à partager ces histoires importantes avec d'autres, à s'assurer que ces héros ne sont jamais oubliés. Il y a tant d'autres histoires à découvrir, tant d'autres vies extraordinaires qui attendent d'être racontées. La prochaine vidéo vous attend déjà. Une nouvelle histoire, un nouveau témoignage de l'incroyable capacité humaine à surmonter l'impossible. Continuez avec nous dans ce voyage à travers l'histoire.